Alors, ce message fait suite au précédent dans lequel je parlais de, du changement et je posais la question, est-ce que les Togolais sont prêts pour le changement? Et ça, c'était ma réponse à l'invitation lancée par notre frère Ferdinand Été, le journaliste d'investigation, suite à la question qui leur a été posée lors de leur tournée auprès de l'Union européenne. À savoir, est-ce qu'il y a une alternative à M. Faure pour diriger le Togo? Alors, dans ce message-ci, je veux continuer, comme je l'ai promis, pour dresser le profil, pour ne pas dire le portrait robot, du futur président du Togo. Alors, je vais commencer en disant que le premier critère, ça doit être une vision. Une vision, ce n'est pas un mot dénué de tout sens qu'on lance à gauche, à droite. Malheureusement, dans notre pays, c'est le cas. On parle de vision de ci, vision de ça. Mais c'est quoi véritablement une vision? En fait, une vision, c'est une destination lointaine vers laquelle on veut amener un groupe de gens, une entreprise, un quartier, un village, une ville, un pays, pourquoi pas un continent. C'est comme quand vous voyagez, vous avez forcément besoin d'avoir une destination en tête. Parce que si vous n'avez pas de destination en tête, vous allez tourner en rond, vous allez aller partout et nulle part et ne sachant pas exactement où vous allez, qu'est-ce qu'il vous faut pour y arriver, par où vous devez passer. Donc, en d'autres termes, c'est comme quelqu'un qui aime conduire et puis qui sort de chez lui, ça peut être sa moto ou bien sa voiture. Il sort de chez lui sans avoir une destination précise en tête. Il ne sait pas où il va. Lui, il sait juste conduire et il se dit, bon, moi, je vais me promener. Donc, il se promène, il peut aller ça et là. Et malheureusement, c'est que ce qui peut arriver, c'est que il se retrouve n'importe où et nulle part à un moment donné où il a fini de brûler son carburant. Et le danger ou le risque avec ça, c'est que il peut se trouver à des kilomètres d'une station d'essence où il pourrait faire le plein pour pouvoir continuer son errance. Malheureusement, c'est ce qu'on a au Togo, c'est ce qu'on observe depuis 21 ans maintenant. Il n'y a pas eu de cap parce que M. Faure lui-même nous a dit sur New World TV, la seule interview qu'il a accordée à la presse togolaise, avec certainement des questions préparées pour ça. Il a dit lui-même qu'il n'est pas le genre de leader qui fixe de cap. Alors, s'il n'est pas le genre de leader qui fixe un cap, cela veut dire tout simplement, en d'autres termes, que je n'ai pas de vision. Et la première caractéristique, en fait, du leadership, c'est la vision. Alors, quand quelqu'un dit ouvertement, publiquement, il déclare qu'il n'est pas du genre à fixer de cap, il dit, d'un, je n'ai pas de vision, et parce qu'il n'est pas de vision, et il n'a pas de vision, pardon, il n'est pas un leader ou bien il n'a pas de leadership. Il occupe une position d'autorité, mais il n'a pas de leadership. Ce qui veut dire qu'en principe, on ne devrait même pas s'attendre à voir quelques résultats que ce soit de sa part, de sa gouvernance, et c'est exactement ce que nous observons. Ce qui fait que la personne qui devrait le remplacer doit absolument avoir une vision, il doit pouvoir de façon très claire déclarer où est-ce qu'il veut mener le Togo, ou bien où est-ce qu'il veut amener les Togolais.
Vous voyez, juste pour ouvrir une autre parenthèse, le Parti uni a pour slogan « Allons-y ». Alors, quand on dit « Allons-y », ouais, le Y, là, ouais, qui est un complément de lieu, ouais, c'est le pronom complément de lieu, cela indique la destination. Mais si le chef de ce parti-là nous dit qu'il n'a pas de destination, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vision, qu'il n'a pas de cap, cela veut dire que le « allons-y », c'est juste pour bluffer. Ouais, c'est juste du bluff. On invite les gens sans savoir où est-ce qu'on les amène. C'est ce que ça veut dire en substance. Ouais. Donc, il faut que nous, les Togolais, on se réveille finalement de notre sommeil et comprendre que nous tournons en rond et que nous n'allons nulle part, absolument nulle part. Donc, pour revenir à mon propos, ça, c'est le critère numéro 1. Il faut que la personne ait une vision. Deuxième critère, il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne l'ampleur, sinon l'envergure du travail qu'il faut abattre. Parce que dans notre pays, tout est à faire ou à refaire. Tout est à faire ou à refaire. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne cela et qui soit disposé vraiment à prendre cela à bras le corps. Donc, il faut que la personne soit capable d'identifier vraiment l'ampleur ou l'envergure du travail qu'il y a à faire avant de s'engager ou de s'y engager, parce que le travail qui nous attend est colossal. C'est colossal. Donc, ça ne doit pas être quelqu'un qui veut juste porter le titre de président de je ne sais quoi, mais qui ne mesure pas dans quoi il s'engage. D'accord? Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, qui est un corollaire, donc qui vient avec, obligatoirement, ça doit être quelqu'un qui bosse. Ça doit être un bosseur. Quelqu'un qui est prêt à travailler pratiquement 24 heures sur 24 sans arrêt. D'accord? Ben, il faudrait quand même qu'il puisse dormir ou qu'elle puisse dormir, sinon il n'ira pas très loin. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui aime travailler. Quelqu'un qui aime travailler sérieusement. Et donc, ça vient avec le point numéro 4. C'est quelqu'un qui travaille, mais qui aime aussi la qualité. Vous voyez? Pas juste travailler pour travailler, pas venir faire des choses. Non, ça doit être quelqu'un qui s'investit et qui aime la qualité. Donc, le travail bien fait. Et cela exige donc de la rigueur, vous voyez. Il faudrait quelqu'un qui aime aussi le beau. Hein? Quelqu'un qui aime le beau. Donc, la qualité et la beauté, l'esthétique, tout ça, ça va rentrer en jeu. Absolument. Alors, le point numéro 5. Le point numéro 5 pour continuer le portrait robot, ça doit être quelqu'un qui a un minimum d'expérience. Un minimum d'expérience, que ce soit dans l'administration ou bien quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle dans une entreprise donnée ou que ce soit un entrepreneur. Donc, en tout cas, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait de l'expérience. Donc, c'est ça. Il faudrait vraiment que la personne ait un minimum d'expérience. Et là-dessus, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lorsqu'on est fidèle dans les petites choses qu'on peut nous confier de grandes choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait quelqu'un qui n'a pas été fidèle dans les petites choses, donc qui n'a aucune expérience, mais qui veut prendre en charge de grandes choses. Il va se casser la gueule et il se cassera la gueule, certainement, on l'a déjà vu, et on n'en a plus besoin dans notre pays. D'accord? Donc, ça, c'était le point numéro 5. Le point numéro 6, il faudrait au minimum, et c'est dans la même logique, il faudrait au minimum que ce soit quelqu'un qui ait fondé une famille
d'accord? Quelqu'un qui a fondé une famille, qui a eu des enfants, qui a élevé des enfants et qui donc connaît les besoins d'un enfant depuis sa naissance ou même avant sa naissance jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge, idéalement l'âge adulte. Vous voyez? Comme ça, la personne aurait une petite expérience des besoins d'une personne. D'accord? Ouais, mais il y a une grosse différence entre avoir des enfants et être un père de famille ou une mère de famille. Ça, c'est une question importante qu'il faut se poser. Parce que s'il ne l'a jamais fait, c'est clair qu'il ne sait pas c'est quoi les besoins d'une personne, ni avant sa naissance, ni après sa naissance. Parce qu'avoir des enfants, n'importe qui peut avoir des enfants, mais éduquer des enfants et subvenir à leurs besoins, pas juste donner de l'argent pour que quelqu'un s'en occupe, non, ça tout le monde peut le faire. Mais savoir, par exemple, quand l'enfant naît, au moment où il fait la dentition, au moment où il pleure toute la nuit et que les deux parents sont obligés de faire des nuits blanches pour subvenir à ses besoins, quand il tombe malade, des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, il faut que la personne ait ce minimum d'expérience-là pour pouvoir comprendre ce que ses semblables vivent. Donc, encore une fois, il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui veut porter un titre juste pour le prestige que cela peut conférer sans en savoir vraiment les tenants et les aboutissants, sans savoir vraiment ce que cela implique comme engagement personnel, engagement familial et engagement d'un point de vue professionnel. Il faudrait que la personne soit en mesure vraiment d'assumer, voilà, d'assumer le poste. Pas juste en jouir, mais de l'assumer pleinement. Oui. Alors, comme critère numéro 7, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait déjà pris le temps de bien réfléchir aux problèmes existants dans le pays et avoir des solutions, ouais, pas à tous les problèmes, mais avoir des solutions à certains problèmes qui sont extrêmement urgents à gérer. Par exemple, il y a le chômage des jeunes. Ouais, le fait que nos jeunes, ils aiment le pays, mais ils préfèrent partir à l'extérieur, il faudrait que la personne ait une solution pour pouvoir convaincre les jeunes de rester et leur proposer une alternative qui les encourage à rester. Ça, c'est un non négociable. D'accord? Il faudrait que la personne puisse proposer une solution immédiatement, tout au début, et une solution concrète aux jeunes. D'accord? Il y a le problème de la pénurie d'électricité. Il faudrait avoir une solution à court terme, une solution à moyen et long terme. Ça, c'est des non négociables. Aussi, pour ce qui est de l'assainissement et des inondations, il faudrait avoir une solution. Quand je parle de solution, je parle vraiment de propositions concrètes et claires qui peuvent être mises sur la table, que les experts peuvent évaluer et mettre en application le plus rapidement possible dans un délai très très court. Il faudrait aussi avoir une idée très claire de comment la dette, la lourde dette qui pèse sur le Togo, peut être gérée. L'autre problème qu'il faudrait résoudre le plus rapidement possible dans un délai raisonnable, et parlant de délai raisonnable,
sur une période d'1 à 2 ans, il faudrait qu'il y ait au minimum une solution temporaire aux hôpitaux, qui sont comme des mouroirs, et également sur le plan des droits humains, il faudrait que la personne ait au minimum une solution temporaire pour les prisons et les autres lieux de détention qui ne sont pas adaptés à accueillir des hommes et des femmes à qui l'on a des choses à reprocher. Et dans ce lot-là également, il faudrait avoir une solution ultra rapide pour que tous ceux qui sont actuellement détenus, mais qui sont des innocents et qui n'ont absolument rien à faire dans un lieu de détention, soient purement et simplement relaxés avec un programme transitoire qui leur permette de se réinsérer dans la société. Donc, ça, ce n'est que quelques problèmes. Ça, ce n'est que quelques problèmes que je cite pour lesquels quiconque souhaiterait remplacer M. Faure doit avoir des solutions, dans certains cas des solutions temporaires, mais aussi des solutions à court et à long terme. D'accord? Ça ne doit pas être que c'est quand on dit, tiens, tenez les rênes du pouvoir, que la personne va commencer à réfléchir à ça. Quand la personne prend le contrôle du pays, il doit pouvoir immédiatement, si ça n'a pas été fait avant, valider ces solutions-là et les mettre en application immédiatement. Alors, l'autre problème pour lequel il va falloir proposer une solution concrète dans les plus brefs délais, et ça doit être une solution à long terme, c'est pour les infrastructures routières de notre pays. On ne va pas se tromper. Le nouveau président du Bénin, M. Romia Louadani, c'est clair qu'il va profiter au maximum de l'état piteux du réseau routier du Togo comme un atout majeur pour son pays, le Bénin. D'accord? Ça, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre cela, mais déjà les premiers pas qu'il fait vers ou envers les pays de l'AES, c'est clair que c'est pour reprendre le trafic qui passait déjà par le Bénin avant, mais surtout l'augmenter dans la mesure du possible. D'accord? Donc ça, on n'a même pas besoin d'être un génie pour comprendre cela. Donc pour le Togo, on doit pouvoir avoir une solution concrète et durable pour les infrastructures routières. Il y a également l'école, et ça c'est le plus important, sinon vraiment celui qui doit être au cœur de toute alternance ou de toute alternative dans notre pays, c'est notre école qui doit absolument être réformée de fond en comble pour mieux préparer les Togolais à réussir et à contribuer leur talent, leur savoir-faire et leur expérience à développer notre pays. Ça, il faudrait que la personne qui prétend remplacer M. Faure puisse avoir une idée très très claire de comment il peut ou elle peut transformer l'éducation togolaise pour la mettre au service du développement du pays. Ça, il le faut, absolument. Alors, l'autre chose qu'il faudrait donc, au-delà donc des 7 critères que j'ai cités jusque-là, c'est que la personne doit avoir un minimum d'expérience publique. Cela veut dire quoi?
cela veut dire que ça doit être quelqu'un qui est à l'aise avec les Togolais. D'accord? Ça doit être quelqu'un qui aime les Togolais et qui est à l'aise avec eux dans toutes les circonstances et dans toutes les sphères de la vie courante. D'accord? Ça ne doit pas être quelqu'un qui s'embrigade dans un palais et qui ne sort pas au contact des populations ou bien qui le fait juste comme un exercice de relations publiques. Non. Ça doit être quelqu'un qui vit au quotidien les réalités quotidiennes des Togolais, qui va les toucher du doigt concrètement sur le terrain et qui est vraiment directement en contact avec les populations, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, dans les écoles, dans toutes les régions du Togo, pour vraiment être directement lui-même au courant des réalités que vivent les Togolais. Ça, on ne peut plus s'en passer, d'accord? Il faut que ce soit quelqu'un de ce genre-là, d'accord? Ensuite, il faudrait que ce soit quelqu'un qui respecte scrupuleusement la notion de bien public. Ça doit être quelqu'un qui respecte scrupuleusement la notion des biens publics, qui ne confond pas les biens d'un pays à ses biens personnels. Donc, au-delà de la déclaration des biens qui doit être normalement quelque chose de naturel et d'acceptable à faire, il faudrait que la personne sache que elle est là pour servir les Togolais et que les biens de l'État togolais ne sont pas ses biens propres à lui. Ni les voitures, ni les maisons, ni les équipements, rien de tout ça. Il vient servir et quand il sert, il s'en va. Il ne s'approprie pas les biens de la République, il ne s'approprie pas les biens des Togolais, tout simplement. D'accord? Donc ça doit être un critère non négociable. Ensuite, critère numéro 9, il faut que ce soit quelqu'un qui soit ouvert au débat contradictoire. D'accord? L'une des choses qui nuit à l'émergence de notre pays, c'est cette culture de pensée unique que moi j'appelle finalement la dictature des pensées uniques qui prévaut dans le pays. Qui fait que dès que vous dites quelque chose qui s'écarte de ce que quelqu'un veut entendre, on vous catégorise tout de suite. Ou vous êtes du pouvoir, ou vous êtes de l'opposition. Ouais, soit vous êtes un partisan, ou bien d'unir, ou bien vous êtes un opposant. Tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec un point de vue qui a été exprimé. Il faut qu'on soit ouvert, qu'on se pose la question, est-ce que ce que mon frère ou mon compatriote ou ma sœur ou ma compatriote dit, est-ce qu'il y a quelque chose de valeur là-dedans qui peut nous aider à avancer? Oui ou non? Mais il ne faut pas que la personne soit tout de suite braquée en pensant que parce que quelqu'un dit le contraire de ce que lui pense ou de ce qu'il dit, que forcément la personne est contre lui ou contre elle, que c'est son ennemi, ainsi de suite. Il faut que la personne soit vraiment ouverte au débat contradictoire. Il le faut absolument. Écouter, savoir écouter tous les points de vue, pouvoir en tirer ce qu'il y a de valeur à en tirer et travailler avec. Et dans ce même ordre d'idées-là, ouais, ça va être le critère numéro 10. Il faudrait que ce soit quelqu'un, homme ou femme, qui soit à l'aise devant la presse togolaise. Il doit pouvoir, ou elle doit pouvoir, s'adresser d'abord et en priorité aux Togolais à travers la presse togolaise. Pouvoir se livrer à des exercices de conférences de presse, de points de presse
même de débat. Pas comme on voit ou même pendant les campagnes électorales, Monsieur Faure ne va jamais au débat et il envoie toujours des représentants pour faire des débats. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus accepter dans notre pays. On ne doit plus accepter ça. S'il y a un candidat qui pense qu'il est capable de gérer le Togo, il doit pouvoir aussi s'exprimer directement aux Togolais, à travers la presse togolaise, pas à travers des interviews pré-préparées avec la presse étrangère. Non. La presse étrangère doit être secondaire. La presse togolaise doit être la principale presse à laquelle le futur dirigeant du Togo doit s'adresser, tout simplement. Ça, c'est extrêmement important. D'accord? Alors, critère numéro 11. Critère numéro 11, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait quelque chose à offrir au-delà de son diplôme. D'accord? Le futur président ou la future présidente du Togo doit avoir quelque chose de plus concret à offrir au-delà des simples diplômes. Les PhD, les MBA, les je ne sais quoi, les masters, les trucs, c'est bien, mais il faudrait une expérience concrète, démontrable, prouvable, tangible, au-delà de tout ça. D'accord? C'est extrêmement important. D'accord? Alors, critère numéro 12, et je vais m'arrêter là parce que sinon la liste va s'allonger peut-être pour rien. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui se soumette à la Constitution et aux lois de notre pays. Pas quelqu'un qui se croit au-dessus, qui pense qu'il peut inventer des constitutions et les imposer au peuple, qui pense qu'il peut violer les lois du pays sans aucune conséquence, et qui pense qu'il peut encourager l'impunité en violant lui-même la Constitution et le serment qu'il a prêté. Il faudrait vraiment quelqu'un qui respecte la République, qui respecte les lois de la République, qui respecte la Constitution de la République, qui respecte les institutions de la République et qui accepte l'état de droit, qui est conscient que lui, il n'est pas plus important que les institutions de l'État togolais. Ça, c'est non négociable. Ça doit être non négociable. Vous voyez? Donc, voilà, en gros, les 12 critères que, selon moi, je pense que quiconque se proposerait comme alternative à M. Faure devrait scrupuleusement respecter. Sans cela, on va à l'aventure. De toute façon, on ne le saura jamais assez, ni avant, mais au moins, ce seraient des garde-fous, pour ne pas dire des garanties, pour un changement réel. Ça doit être le minimum. Sinon, on risque de perpétuer les crises dans notre pays, de perpétuer l'errance de notre pays, de perpétuer vraiment la médiocrité qu'on peut observer, qui est palpable dans notre pays, dans la gouvernance qu'on a jusqu'à présent. Et malheureusement, notre pays regresse à grande vitesse et nous n'avons pas le luxe de nous tromper à nouveau. Donc, je vais m'arrêter là en promettant une troisième partie comme réponse à l'appel, au vibrant appel de Ferdinand Haïté, pour que ceux qui souhaitent ou se sentent capables de prendre les rênes de notre pays après M. Faure puissent se manifester. Je reviendrai, évidemment, dans la première réponse, j'avais déjà mentionné que moi, j'avais déjà pris la résolution le 4 avril
2018 et je l'ai annoncé publiquement que je peux être une alternative crédible pour remettre le Togo sur les rails et pour utiliser mes propres termes, pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Maintenant, dans la troisième partie, je vous parlerai de qu'est-ce que j'ai concrètement à proposer au peuple togolais. Et moi, j'encourage tous ceux-là qui sont intéressés à se proposer comme alternative, à se manifester, à ouvrir le débat, parce qu'il faut qu'on aille, on commence à développer cette culture-là. Parce que personnellement, moi, je ne pense pas qu'en disant que je peux être une alternative à M. Faure, que je considère qu'il n'y a pas d'autres personnes mieux que moi. Ça peut exister, ça doit exister. Et je ne considérerai personne comme mon adversaire ou mon ennemi si effectivement la personne a l'ambition de contribuer au bonheur du peuple togolais. Je suis togolais, fier de l'être comme je le dis. Ce n'est pas un vain slogan, c'est une réalité. Et aussi, je veux faire briller le Togo comme l'or de l'humanité, en tout cas, contribuer à le faire briller comme l'or de l'humanité, mais ensemble avec les Togolais. Et s'il y a des gens qui peuvent faire un meilleur travail que moi, je serai prêt à les soutenir pour aller de l'avant. Parce que pour moi, comme vous avez certainement compris, porter un titre pour le fait de porter un titre, j'en ai pas besoin. De ma petite expérience, j'ai fait des choses dont je suis fier, qui font que, honnêtement, je n'ai pas besoin d'un titre quelconque pour me sentir qui je suis. Absolument pas. Absolument pas. Donc, je vous en parlerai dans le troisième message et je vous invite vraiment à rester à l'écoute. Merci beaucoup. Encore une fois, c'était Kofi Sonopon, citoyen togolais, fier de l'être. Merci de m'avoir écouté.